Merci pour la qualité de toutes ces interventions, ce qui va continuer avec Catherine Kinsler. Bonjour. Alors, vous êtes agrégé EE de philosophie, professeur avec un E, professeur honoraire à l'Université de Lille, et vous avez enseigné une vingtaine d'années en lycée. Vos travaux portent sur la philosophie de l'art et la philosophie politique. Et je voudrais noter parmi toutes vos publications celle-là, Condorcet, parce que j'ai un petit faible pour lui, Condorcet, l'instruction publique et la naissance des citoyens chez Paris Minerve, c'était en 2015. Allez-y, madame. Merci et bonjour, mesdames et messieurs. Bien, écoutez, après l'exposé de Frédéric de Larmorena, on a envie d'être son étudiant. Heureusement, tout est placé, donc je ne vais aborder que des points de détail. Alors, un acquis fondamental de la loi de 1905 est lisible dès son titre, séparation, qui se répand sur l'ensemble de la loi. Aucune norme religieuse n'a d'autorité civile, aucun individu, aucun groupe ne peut s'en prévaloir pour s'exempter de la loi. Réciproquement, aucune loi civile ne peut s'ériger en culte et réclamer la croyance. Il n'y a rien de plus contraire à la laïcité qu'une religion civile. Et à cet égard, je ne sais pas si le mot « valeur » dont on nous rebat les oreilles est bien choisi. Alors, l'association politique est donc disjointe de toute autre association, notamment religieuse. C'est donc un immanentisme. Hein, c'est immanent. L'association politique ne recourt à rien d'autre qu'à elle-même. Et c'est un minimalisme, puisqu'on fait l'économie du recours à une autorité étrangère, extérieure, qui la précéderait et qui la transcenderait. Alors même si certains pensent qu'on peut en avoir besoin pour vivre ensemble, ce recours est superflu pour exister politiquement, pour que les citoyens s'accordent et fassent des lois. On parle de loi de séparation. Moi, j'ai relu le titre. C'est pas ça, le titre tout à fait. Il s'agit d'un raccourci. Le titre dit « Loi concernant la séparation ». Autrement dit, la séparation existait déjà. Cette loi en extrait les principes qui deviennent des références, ça a été dit. C'est une clé de voûte et donne l'orientation pour la suite, bien entendu. Donc, mais elle n'épuise pas la législation des dispositifs laïques. Celle-ci peut l'excéder en amont. Ce sont des dispositifs qui, depuis la Révolution française, Frédéric l'a rappelé notamment, excluent le recours à un élément religieux. Exemple, l'état civil, 1792. On pense aussi, bien sûr, aux grandes lois de la Troisième République antérieures à la loi de 1905, loi scolaire Ferry et Goblet, loi sur les funérailles de 1881. Et si on y pense bien, l'immanentisme et le minimalisme dont j'ai parlé sont effectivement dans la Déclaration des droits de l'homme de 89, Frédéric l'a rappelé, article 10, mais aussi dans l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. On aimerait bien que ça soit cité plus souvent, cet article-là. Donc ça peut aussi l'excéder en aval, mais l'après-midi, je crois, sera consacré au chantier des dispositions laïques et ce sera abordé donc ultérieurement. Alors, moi aussi, je vais relire l'article 1er. Je vais faire un exercice de lecture, d'explication de texte, mais pas, bien sûr, juridique, puisque ce n'est pas de ma compétence. La séparation de des églises et de l'État est un immanentisme, c'est un minimalisme, je l'ai dit, mais c'est aussi un atomisme. Pardon pour les gros mots, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire atome. Les agents qui entrent, qui sont concernés, sont des individus. L'atomisme découle de la nature du lien politique tel que le conçoit cette république laïque. La thèse laïque implique que l'association ne prend pas modèle sur un lien d'adhésion ou de croyance préalable. Ce n'est pas un regroupement moléculaire de communautés qui serait logiquement ou chronologiquement antérieur à cette même république. L'autoconstitution renvoie prioritairement à des agents politiques déliés dont les liaisons préexistantes sont suspendues lorsqu'ils forment le lien politique. On appelle ça des citoyens. L'association politique, donc laïque, ne rassemble pas des collectifs. Elle les admet, elle les permet, elle leur donne même des cadres, ça vient d'être rappelé, mais elle rassemble des individus, des sujets en tant qu'ils sont sujets et législateurs. Cette priorité des atomes est affirmée d'emblée par l'article 1er. La République assure la liberté de conscience. Qu'est-ce que cette conscience dont on dit qu'elle doit jouir de la liberté? J'ai demandé à un moteur de recherche de retrouver les occurrences du mot conscience dans le corpus des lois en vigueur. Et les résultats sont assez pauvres.
Dans le corps des lois proprement dites, heureusement, j'ajouterais peut-être, dans le corps des lois proprement dites, il n'y a que 19 articles qui sortent. Le premier, dans la chronologie, étant précisément l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Dans l'ensemble des résultats, le mot conscience est employé en plusieurs sens. Le sens métaphysico-moral, c'est celui de la loi de 1905, liberté de conscience, en conscience, sur mon honneur et sur ma conscience, ce sont des expressions qu'on retrouve dans la loi, l'objection de conscience. Deuxièmement, la conscience professionnelle. Troisième sens, le sens psychologique, avoir conscience, prendre conscience, les troubles de la conscience, etc. Mais il s'agit toujours de la conscience d'un individu. Si on poursuit la lecture de l'article 1er de la loi du 9 décembre, la ponctuation forte, cela a été souligné, signale qu'on passe à un autre objet, la liberté des cultes. La priorité est donc énoncée par cette ponctuation forte, la liberté des cultes collective est seconde par rapport à la forme fondamentale qui est la liberté de conscience, celle des individus en tant qu'ils sont citoyens. Ça signifie entre autres qu'aucune forme collective n'a autorité sur un individu en matière de culte, en matière de pensée. C'est notamment illustré par l'article 31 de la loi. Sont punis d'1 an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende ceux qui, soit par menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, etc. Ça protège l'individu. Celui qui veut se retirer d'une croyance le peut. Celui qui veut y adhérer malgré son environnement le peut. On pourra traduire cela pour avoir une idée plus large en termes d'appartenance et de non-appartenance. Il ne s'agit pas seulement d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance. Il faut aussi assurer celle de ceux qui ne se réclament d'aucune appartenance. Il faut même aller plus loin. Ces deux libertés ne sont pas équivalentes. L'une est au principe de l'autre. On ne peut assurer la liberté des uns et des autres qu'en faisant de l'appartenance un moment second, subordonné au droit fondamental de non-appartenance. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Il n'en est pas la variante inversée, il en est la condition. C'est bien une loi de libération, comme le rappelait Monsieur le sénateur. Alors, ça m'amène à la fin de mon exposé. Ce n'est pas la conclusion, c'est la fin. Les droits de l'individu sont premiers. Il ne faut donc pas avoir peur d'une forme d'individualisme et de proclamer une forme d'individualisme laïque. Mais lequel? Bon, eh bien, ça m'amène à distinguer deux manières de penser l'individu et conséquemment deux manières de penser le rassemblement que je vous propose. La première consiste à penser l'individu selon des critères identificatoires et descriptifs ou, comme on dit aujourd'hui, identitaires, à le définir par une identité formée par adhésion, emprunt à une ou des communautés, des tendances, un peu comme on compose une pizza à partir d'ingrédients disponibles. L'individu est alors une série adhésive et, comme on dit très justement aujourd'hui, un profil, une somme de propriétés, d'appartenance, de rôles sociaux. On est tous comme ça, bien sûr. C'est une conception descriptive de l'identité humaine. On y reconnaît la notion de diversité, définie par des extériorités collectives, mais aussi l'individu marchand, celui du marketing, qui s'identifie à des étiquettes, à des tags. Eh bien, revendiquer l'individualité politique, c'est la deuxième variante, la deuxième manière de penser l'individu, n'a rien à voir avec cet individualisme identificatoire, formé par collection catégorielle. L'individualité politique repose sur la distinction des sujets du droit. Elle les reconnaît tous et attribue à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs. Elle est universelle et excède toujours les catégorisations. Elle est paradoxale puisque, par définition, chacun pourra, au cœur de cette identité, être absolument différent de tout autre. La vraie diversité est entre les individus. Ce qui, loin de niveler et d'uniformiser les individus réels, leur permet de déployer leur singularité, pourvu que les droits d'autrui, qui sont aussi les miens, soient préservés. Ce déploiement peut s'enraciner, bien sûr, dans une communauté préexistante qui les favorise, mais il n'en reste pas moins que la République laïque le proclame, l'assure. Il n'en reste pas moins que le droit d'adhérer à une communauté
n'est effectif que subordonné à la liberté de s'en défaire, liberté de non-appartenance. Alors, quel rassemblement? Eh bien, 2 formes de rassemblement. Et là, ce sera vraiment la conclusion. L'insuffisance de la collection catégorielle est qu'elle propose une construction du rassemblement politique de proche en proche, par ressemblance et différence. Une construction moléculaire et non pas atomique. C'est une logique de proximité empirique. Les ghettos, si on va jusqu'au bout, les ghettos, qui se ressemblent, s'assemblent. Ou qui se ressemblent, on les rassemble. Cela n'a rien de choquant au niveau civil, tant qu'il n'y a pas de contrainte de rassemblement. Le droit des associations fournit même des outils juridiques pour que se constituent de telles communautés. Mais on bascule dans le communautarisme politique lorsque des regroupements réclament des droits spécifiques et imposent des devoirs spécifiques à ceux qu'ils considèrent comme leurs membres. Il y a communautarisme lorsqu'apparaît l'obligation d'appartenance. Le lien politique ne s'effectue pas par de telles collections catégorielles. Il n'est pas lui-même une catégorie. Il ne réunit pas non plus des collections constituées sur ce modèle. Il réunit des atomes politiques. Les hommes de la Déclaration des droits ne sont pas même les uns aux autres, comme le sont des poules ou des chevaux. Ils sont même par le principe de réflexivité, faisant qu'ils se reconnaissent mutuellement comme des sujets libres, comme des consciences. C'est parce qu'ils sont métaphysiquement, pardon pour les gros mots, mais c'est bien métaphysiquement et politiquement identiques qu'ils peuvent être empiriquement et socialement différents dans une telle association qui se rassemble. Ce sont les citoyens, les sujets législateurs. Ils font la fiction de la suspension de leur profil et s'interrogent en termes d'identité politique, non pas sur leur intérêt particulier ou catégoriel, collectif, individualisme d'identification collective, mais sur ce qui est bon pour tous, universalisme des individus, sujet du droit. Et ainsi, je distinguerai, pour terminer, l'individualisme par particularité, qui ne connaît que des profils d'une part, et d'autre part l'individualisme d'une loi qui reconnaît et promeut des individualités singulières par l'égalité et l'universalité des droits. Et je distinguerai les rassemblements par collection identificatoire d'une part, et de l'autre, le rassemblement politique républicain qui réunit des sujets singuliers dont le but est d'exister librement comme tel et qui s'assemblent pour défendre ses droits. Rendre la singularisation universellement possible, tel est le défi que relève l'association politique laïque. Je vous remercie. Merci.